Je vais entamer donc une petite vidéo concernant les solutions et de parler un petit peu des solutions en général. Solutions bien sûr chimiques, hein. On rencontre un peu partout, je veux dire, des solutions. Je veux dire, quel que soit le domaine, biologique, biochimique, je veux dire, à l'intérieur des corps de l'espèce humaine, de l'espèce animale, de l'espèce végétale. Enfin, il y a plein de réactions chimiques qu'on peut répertorier, d'innombrables réactions chimiques, plus la fabrication de tous les produits. On a d'innombrables euh, produits que l'on peut créer, qui se créent par eux-mêmes. Voilà, il y a voilà, création de produits qui est en fait qui sont des réactions assez souvent de solutions chimiques. Bon, mais justement, on va parler de ces solutions. Et en fait, il faut savoir que j'avais déjà parlé auparavant des corps purs. Et en fait, les corps purs, si on regarde bien dans la nature, en réalité, ils sont plus rares qu'il n'y paraît, en fait. Voilà. Euh, Si même on peut dire qu'ils existent. Hein, ils existent, les corps purs, mais euh, les corps purs ne sont pas retrouvés, je veux dire, en quantité, comme on retrouve les mélanges, fatalement, parce que, hein, je veux dire, là, si on regarde n'importe quel milieu, on retrouve, la plupart du temps, des mélanges. Donc, on a des faibles proportions de corps purs, hein, mais la plupart du temps, on retrouve des mélanges. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui fait ça. C'est, je veux dire, si par exemple je prends de l'eau naturelle, naturelle d'un cours d'eau, ou de l'océan, ou d'une mer, peu importe. Mais on retrouve jamais de l'H2O à l'état pur. C'est pas, on n'a pas de l'eau distillée là-dedans. Fatalement, il y a tous des minéraux et beaucoup de choses, beaucoup de roches, etc., etc. Enfin, des roches en décomposition, bien sûr. Et souvent, justement, elles se retrouvent en solution, dissoutes en solution. Attention qu'il n'y a pas que des composés solides. On peut retrouver des composés gazeux dissous dans l'eau. Et ça, faut bien l'avoir en tête, parce que bon, on croit ça assez souvent qu'on a que des composés solides dissous dans l'eau. Mais non, on peut avoir des composants gazeux dissous dans l'eau. Donc du gaz dans l'eau. Voilà. Alors, cette eau contient toujours des sels minéraux et comme je viens de le dire, des gaz dissous. Voilà. Donc, pourquoi on retrouve des mélanges? Parce qu'en fait, c'est l'environnement qui fait que on a des mouvements dans l'air, des mouvements de plusieurs matières euh, qui qui s'entremélangent. Voilà, on n'a pas un corps pur, isolé. Hein, non, on a des mélanges qui se font par rapport à l'environnement, par rapport au corps, par rapport. Voilà. Et quand il y a d'office plusieurs substances, qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais fatalement, si on n'a pas de corps pur, enfin, quand on a plusieurs corps, ben, ils vont finir par se mélanger pour donner des solutions, des mélanges de solutions. Voilà, ça c'est la nature qui est faite comme ça en fait. La nature est faite pour, je veux dire, par exemple, si je prends l'environnement terrestre, ben, je veux dire, on retrouve plein de produits qui font qui circulent avec le vent, avec les marées, tralali tralala, tout ce qui est mouvement font que, je veux dire, tout circule. Les cours d'eau, ça circule. Je veux dire, elles prennent des roches, hein, elles frappent les roches, hein, elles créent de l'érosion et ces érosions-là, bon, voilà, créent des mélanges de corps. Voilà, on aura des roches d'un type plus les roches d'un autre type. Voilà, avec encore une roche d'un autre type, ben, fatalement, on retrouvera plusieurs roches minérales. Enfin, quand je parle de roches minérales, bien sûr, c'est en très petites fines particules. Hein, c'est pas des gros cailloux. Quoique, bon, on peut avoir des détachements de gros cailloux à un moment donné qui peuvent tomber dans l'eau. Mais, fatalement, au niveau physique, l'eau ne reprendra, ne fera pas circuler cette roche le long de ce cours d'eau parce que voilà, la roche, elle est lourde. Elle va peser, elle va faire en sorte que
La roche, si c'est une grosse roche, elle va pas bouger. Par contre, ces particules vont être frappées et vont être érodées. Et fatalement, ça, des particules fines vont circuler et vont se retrouver dans le cours d'eau. Et donc, toutes ces particules fines des différents types de roches, mais vont donner des mélanges. Et donc, comme je dis, c'est l'environnement qui fait qu'on a des mélanges. Comme ça, c'est la nature qui fait ça. Hein, avec les vents, l'érosion du vent, l'érosion des roches. Voilà, et on retrouve dans l'eau pas mal de composants. Voilà. Et dans le corps, c'est un peu la même chose. Si on a plusieurs substances, mais fatalement, s'il y a plusieurs substances, mais il y aura des mélanges. C'est des mélanges qu'on a. Donc, les corps purs, bon, c'est rare qu'on les retrouve. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, on peut avoir des corps purs. Mais comment? Alors, à ce moment-là, il faut un traitement. Il faut faire des traitements. Hein. Euh, et là, si je veux par exemple un corps pur, et encore ça va être difficile de l'avoir à des pourcentages élevés, hein, on aura peut-être à 98%, 99%, même si on le fait à 99%, je veux dire, on crée une pureté par une méthode artificielle de purification. Hein, il existe des méthodes de purification du cuivre, méthodes de purification de tels métaux, voilà. Pour chacun des métaux, il y a des manières de procéder chimiquement pour purifier, je veux dire, un métal. Par exemple, si je prends du cuivre, ben, si on veut du cuivre à 99% de pureté, bon, 99% c'est déjà bien, hein. Ça veut dire qu'il reste plus qu'un pour cent, je veux dire, d'impureté. Donc vous voyez qu'un corps pur, c'est difficile à avoir. Généralement, les corps purs, on les obtient par, je veux dire, au laboratoire, dans des usines de purification, hein, de traitement du cuivre, traitement de, de l'or, traitement, voilà, de différents types de métaux qu'on demande une certaine pureté. Voilà. Mais généralement, si on arrive à 99, ben c'est bon, 1%, il restera 1% d'impureté. Donc on dira quand même que c'est un corps pur malgré qu'il ait 1% d'impureté. Voilà, parce qu'à 1%, ça ne représente plus rien. Hein, par rapport aux 99%, on peut dire qu'on a quasiment purifié presque complètement à 1% près. Donc, autant dire qu'ici, on aurait, on va dire, si on avait un calcul d'erreur ici, 1%, 1% d'erreur. 1% d'erreur. Mais c'est pas un calcul d'erreur, ça n'a rien à voir avec un calcul d'erreur. Bon, ça voudrait dire qu'on a à 1% près, ben, on a purifié à 99% près, et 1%, bon, il reste 1% d'impureté. Donc, si on fait une analogie avec calcul d'erreur, bon, on a 1% d'erreur, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que c'est qu'1% d'erreur? C'est rien du tout par rapport aux 99 autres pourcents. Donc, vous voyez que le corps pur, bon, c'est difficile d'avoir des corps purs, et on le fait de manière chimique, purement chimique, ou c'est-à-dire par des méthodes d'élaboration, de purification, je veux dire, de, voilà, de purification pour obtenir une certaine teneur en pourcentage, euh, voilà, à des taux élevés, en relatif, hein, en relatif. Voilà. Autant dire que c'est quelques parties par million ou millionième. On arrive à descendre au millionième. Bon, c'est déjà bien. Voilà. Donc, vous voyez que la notion de pureté, en fait, elle est relative. Elle est relative. Déjà, quand je dis ben, descente à 1%, ben, c'est bien. Mais ça va dépendre aussi, si je suis dans un laboratoire, des méthodes d'analyse dont dispose, je veux dire, le laboratoire. Ça va dépendre des apparaîages qui permettent, dans un laboratoire, je parle d'un laboratoire, je ne parle pas d'une usine de purification de métaux, mais dans un laboratoire qui tente de purifier, je veux dire, des éléments d'un mélange, enfin, oui, un corps hein, qui contient des résidus de particules autres que le corps pur, que le corps qu'on veut purifier, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de le purifier au maximum, mais bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir, je veux dire, des méthodes d'analyse qui vont ne pas être précises, ne pas être précises. Voilà. Des méthodes, on va dire la sensibilité, des méthodes d'analyse, je veux dire, euh, vous manquez, je veux dire, de précision pour la purification. Pour la purification. Donc on aura des teneurs, je veux dire, qui sont d'un laboratoire à l'autre, dépendant, je veux dire, du matériel qu'ils ont, de l'appareillage, de, voilà, des méthodes d'analyse, voilà, des instruments qu'ils utilisent. Voilà. C'est un tout, c'est un tout. Pour avoir une purification, je veux dire, quasi parfaite, c'est difficile. C'est difficile. On obtient 1%, il y en a qui obtiendront 2%. Voilà, à 2% près, enfin, à 99% près de purification, donc d'impureté, 1 à 2% d'impureté. Bon,
Voilà, bon, ça d'un laboratoire à l'autre, ça dépend. Bon, c'est lui qui gère, je veux dire, essayer d'avoir le métaux le plus pire. Voilà, mais ça dépend du matériel que l'on a en présence, des méthodes que l'on utilise, la sensibilité des appareillages, etc., etc. Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, maintenant, si je prends une réaction chimique, si je prends une réaction chimique, vous savez bien que c'est lié via des réactions chimiques. Hein. Je prends un produit A, un produit B, mais logiquement l'équation bilan, l'équation chimique, quand je mélange un produit A avec un produit B, va me donner un produit C. Ouais, mais ça c'est la théorie. C'est la théorie. Parce qu'en parallèle, il y a d'autres produits prévus qui vont, je veux dire, se créer. On va voir petit D1, plus petit D2, plus petit D3. Voilà. Plus D1, D2, D3 qui vont, je veux dire, être créés. Mais on aurait pu prévoir ça, qu'en mélangeant A plus B, j'obtiens du C, mais d'autres résidus de particules qui vont venir intervenir pour une raison ou une autre. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui seront imprévues, qui vont rentrer dans la réaction, des imprévus. Voilà, on va avoir des substituants imprévus, voilà, qui vont venir s'ajouter dans la réaction. Donc, une réaction n'est pas quasi parfaite comme on l'entrevoit dans les réactions chimiques dans les écoles. Bon, on n'a pas A plus B égale C. Voilà. Enfin, A plus B donne du C. Non, parce qu'on a plein de résidus qui vont tourner autour et qui vont donner des nouveaux résidus qui n'étaient pas, je veux dire, dans l'équation bilan. Maintenant, vous allez dire, c'est en proportion plus petite que les véritables éléments qui vont intervenir. Donc, autant dire qu'on obtient des mélanges. Voilà, on aura des mélanges. Donc, je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, que la plupart du temps, que la matière réelle est formée de mélanges, Voilà, voilà, ce sont des mélanges et non pas des corps purs. Mais bien sûr, vous comprendrez que ces mélanges, on peut les classifier en solide, liquide et en gaz. Voilà. Et ça, on donc les classifier en fonction de l'état physique habituel de leurs constituants. Alors, quel est le cas le plus intéressant et que je vais justement envisager ici? Ben, c'est celui des solutions d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Voilà, que je vais appeler le soluté. Donc je suis dans les mélanges. Les solutions, ce sont des mélanges. Donc un soluté, solide, liquide ou gazeux, et le solvant, d'office ici, le solvant sera d'office liquide. Donc soluté sera solide, liquide ou gazeux, et le solvant, ben, je vais mettre un solvant d'office liquide, d'office. Et justement, ce que je vous disais auparavant, c'est qu'une grande partie de la chimie, en général, s'effectue en solution, donc sous forme de mélange, donc au travers d'un soluté, d'un ou deux solutés, bien sûr, il peut y avoir plusieurs solutés, et souvent d'un solvant liquide. Alors, pourquoi fait-on des mélanges, une solution? Pourquoi fait-on des solutions chimiques? Bon, en fait, la solution chimique, c'est justement pour assurer un bon contact entre les réactifs dans un milieu qui est dit homogène. Donc, on aura les constituants qui vont rentrer en contact, voilà, de manière homogène. Tout va être réparti. On n'aura pas les rouges, les molécules rouges qui vont être à gauche et les vertes à droite. Voilà, on aura, on va dire, une répartition, je veux dire, correcte. Je veux dire, bonne répartition des molécules vertes et rouges, par exemple, dans ce cas-ci, de manière homogène. Et donc, on va avoir des bons contacts, un excellent contact entre toutes les molécules rouges et vertes. C'est pas qu'on va avoir les rouges d'un côté et les verts de l'autre.
Voilà, donc déjà, ça c'est un des grands rôles de la solution, mais c'est permettre un très bon contact entre les réactifs dans un milieu, on va dire, homogène, bien sûr. S'il y avait les verts là-bas et les rouges là-bas, s'ils étaient séparés, mais fatalement, on n'aurait pas de bon contact. Là, comme tout est bien mélangé en solution, ben, je veux dire, on aura un excellent contact et donc la réaction va se faire très bien. Va se faire, je veux dire, de manière correctement que s'ils étaient, je veux dire, séparés. Voilà, s'ils étaient séparés, ils ne seraient pas en contact. Je me demande s'il y aurait des réactions là-dessus. Voilà. Puisqu'en fait, ils ne sont pas en contact. S'il n'y a pas de contact, je parle bien d'une solution au travers d'un solvant liquide. Voilà, je ne parle pas de gaz. Hein. Voilà. Donc s'ils étaient séparés, ben, on n'aura pas de réaction. Et généralement, les solutions, ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours, je veux dire, mélangés entre eux. Les molécules sont mélangées entre eux. Donc on a une molécule de type A, et ici une molécule de type B. Voilà, dans un solvant, bien sûr, C, que j'appelle C. Le solvant C, ben, c'est liquide. Voilà, là, j'ai un solvant. Donc j'ai des molécules de soluté AB et un solvant, voilà, trempé dans un solvant liquide. Voilà. Voilà, et ça permet aussi une grande précision dans la détermination, on va dire, des quantités en réaction. Voilà. Donc je peux mesurer la quantité en réaction de n'importe quel type je veux dire, de molécules, que ce soit A, B, ou même le solvant. Je peux faire ce que je veux. Je peux euh, doser la quantité qui se trouve en solution de n'importe quel type de molécule A, B, C, ou peu importe combien il y en a en solution. Donc, en fait on peut, je veux dire, déterminer les quantités dans une solution d'un échantillon, par exemple, si je prends un échantillon, même un échantillon, hein, je prends un échantillon de la solution, mais je peux déterminer quels sont les produits A, B, C qui sont à l'intérieur, A, B, C, D, E, F, et donc via du matériel, bien sûr, de mesure, des matériels de mesure qui permettent de quantifier, je veux dire, euh, tout d'abord, quand je dis quantifier, c'est tout d'abord de savoir quel type d'éléments qu'il y a, A, B, C, D, E, en présence dans la solution, hein, tous les éléments présents dans la solution. En fait, par exemple, je prends une limonade, je sais voir tout ce qu'il y a dans une limonade. Si je prends, je veux dire, via voilà, voilà, par des analyses au laboratoire, je sais voir quels sont les contenus de ABC et je peux quantifier aussi les éléments ABCD de la solution. Voilà, et donc la solution permet, je veux dire, une très bonne quantification, euh, enfin, une lecture des quantités, je veux dire, au travers du matériel de laboratoire, bien sûr, euh, avec une grande précision. La précision donnée par, bien sûr, l'appareil de mesure. Hein, c'est pas l'être humain qui va donner, voilà, c'est l'appareil de mesure qui impose sa précision. Si l'appareil est précis, ben, fatalement, est précis jusqu'à un certain ordre, eh bien, la précision sera donnée par l'ordre, bien sûr étalonnée par bien sûr, quand on a une précision, cette précision, c'est pas le constructeur. Le constructeur tente d'avoir une certaine précision au niveau de l'appareillage, mais en fait, il y a bien des laboratoires euh, qui vérifient cette précision et qui accréditent cette précision au travers on va dire, comme un diplôme. Hein. Donc, en fait, on a des laboratoires spécifiques qui permettent de voir si la précision donnée par le constructeur de l'appareillage est véridique. Bon, et donc, il y a des appareils enfin, il y a des organismes de contrôle, de vérification, et, je veux dire, qui assure que la précision donnée par le constructeur de son appareil est véridique. Bon, parce qu'il passe par des laboratoires agréés qui font les tests et qui disent bon si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc il faut une agrégation pour dire bon mon appareil est de telle précision. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Ben, c'est agréé par des voilà qui font tous des tests spécifiques relatifs, je veux dire, aux appareillages. Donc, quel que soit le type d'appareillage. Mais ici, bon, si on dit qu'il y a un appareillage qui spécifie qu'il y a autant de quantités A, B, C, D avec une certaine précision au travers de l'appareillage, ben, il faut faire confiance parce que l'appareillage a été sûrement agréé par un organisme certificateur. Voilà, c'est ça. Donc voilà les raisons pour lesquelles on met en solution, ben, pour avoir un très bon contact, pour avoir, je veux dire, on sait bien quel type de molécule qu'on a, la quantité que l'on a, avec précision, et en fait, aussi, quand on les met en solution, euh, c'est très, le mettre en solution, c'est magnifique. Pourquoi?
Parce qu'en plus de ça, on peut contrôler la vitesse de la réaction. Comment? Ben, je vais agir sur les concentrations. Si j'ai envie d'augmenter la vitesse d'une réaction ou de la ralentir, voilà, je vais doser les éléments agissant sur les concentrations pour soit ralentir la réaction, soit la retarder. Donc, vous voyez, la mettre en solution, c'est toujours bon pour, je veux dire, ralentir ou accélérer une réaction. Donc, vous voyez les différentes façons de voir ce que peut apporter une réaction, une solution chimique, hein, une solution chimique via un mélange, notamment utilisé par les laboratoires. Hein, c'est les laboratoires qui utilisent tout ça. Que ce soit les laboratoires, je veux dire, indépendants, les laboratoires dans les usines. Hein. Les usines ont propre laboratoire. Bon, et ils ont tous les appareils de mesure nécessaires pour faire des contrôles de tout ce qu'on veut, contrôle de réaction, contrôle de quantité, contrôle voilà, de tout ce qu'on veut, de pression, de température, tralali, tralala, voilà, en fonction de l'usine qui crée des produits, l'usine qui utilise des produits, l'usine qui, voilà, on peut tout faire tout ce qu'on veut dans une usine, il y a des laboratoires, soit spécifiques, ou alors ils sous-traitent par des laboratoires indépendants, où ils peuvent voir tout ça en fait. Mais l'idéal c'est, quand on a des produits, bon, l'idéal c'est d'avoir son propre laboratoire, de telle manière à pas, je veux dire, donner comment est-ce qu'on appelle ça, ces brevets de création, voilà, à d'autres laboratoires, même s'ils sont tenus comment est-ce qu'on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. Bon, ils peuvent pas dévoiler ce qu'ils voient. Voilà, parce qu'ils sont tenus au secret professionnel. Et donc, voilà. Donc, d'autre part, selon la nature du solvant, la réactivité des solutés peut être considérablement modifiée. Et en partie, elle peut être, je veux dire, très accrue. Voilà. Comme je l'ai dit. Alors pour augmenter la réactivité, on a différentes méthodes en jouant sur les températures, les pressions, en jouant sur comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, si c'est à l'intérieur du corps, il existe des enzymes, des enzymes spécifiques. Si c'est à l'intérieur du corps, une solution à l'intérieur du corps, il y a souvent des enzymes la plupart du temps, mais on peut rajouter comment est-ce qu'on appelle ça? Des accélérateurs ou des retardateurs de réaction. Ça dépend. Bon, c'est souvent on met des accélérateurs de réaction. Donc, ce sont des produits qui vont accélérer, des produits chimiques qui vont accélérer, je veux dire, la réaction. Voilà. Donc, on peut mettre des catalyseurs. Hein, si on est dans le cours, ce sont des enzymes qui vont venir intervenir pour, par exemple, venir rendre la réaction plus facile, la réaction plus rapide, et tralali, tralala. Bon, les enzymes jouent leur propre jeu dans le corps. Et il y a énormément d'enzymes qui interviennent avec des noms un peu spécifiques dans le cours. Voilà. Dans le cours, c'est tous des noms spécifiques, des noms un peu spéciaux. Voilà. Et ça, ce sont les biochimistes. Les biochimistes, les biochimistes connaissent, je veux dire, tous les mécanismes enzymatiques. Je veux dire, la plupart des mécanismes qui font intervenir les différents enzymes dans je veux dire, la mécanique du corps. Que ce soit avec le foie, les intestins, je veux dire, du système endocrinien, tralali, tralala, bon, il y a toutes sortes de. Voilà. Bon, maintenant je peux dire aussi l'inverse. Si je dis que la présence d'une espèce dissoute peut modifier aussi la propriété, la ou les propriétés du solvant. Voilà, donc en fait ici, quelque part, ce qu'il va avoir, il va avoir des interactions soluté-solvant dans une solution chimique. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des solutions chimiques, parce que je reviendrai là-dessus plus tard, je veux dire, concernant pas mal de choses. Mais vous pouvez voir tout simplement que, si je vais résumer cette vidéo aussi, c'est la plupart du temps, bon, on a affaire à des mélanges.
que soit l'environnement, que ce soit du corps ou l'environnement, je veux dire, extérieur, environnement extérieur. Et que, bon, si on veut des corps purs, ben, il faut des processus, des process de purification. Et voilà, qu'on peut atteindre jusqu'à un certain pourcentage de pureté. Voilà, des process de purification. Donc, en fait, la plupart du temps, on a des mélanges, mais si on veut avoir des purifications, à ce moment-là, il faut des traitements chimiques, je veux dire, spécifiques, voilà, pour apporter la pureté. Et que la plupart du temps, les chimistes utilisent des solutions chimiques pour répondre aux besoins de beaucoup de choses. Et euh, au travers de laboratoires, ils peuvent manipuler facilement des solutions chimiques à des fins, bien sûr, de lecture, c'est-à-dire de voir ce qu'un composé contient, à des fins de lecture de quantité, hein, en pourcentage par exemple, hein, tel que le produit A contient autant de pourcents en quantité, le produit B autant de pourcents en quantité, voilà, le produit C, etc., etc. Mais aussi, je veux dire, utilise les solutions chimiques pour, par exemple, accélérer ou retarder certaines réactions chimiques, hein, ils les mettent en solution pour créer, je veux dire, comment on appelle ça, on va dire les conditions adéquates de réaction, hein, pour avoir des réactions rapides, des réactions qui se fassent bien, des réactions, voilà. Donc en fait, la solution chimique est, je veux dire, euh, pour les créateurs de produits chimiques, contenant bien sûr des mélanges, et ça peut partir de tout et n'importe quoi, création de limonade, fabrication de acier spéciaux avec alliage inoxydable, tralali, tralala. Bon, fabrication du cuivre, fabrication du cuivre, fabrication. Quand je dis fabrication, c'est plutôt un traitement de purification, hein, parce que le cuivre, on l'extrait et on tente de le purifier via des mécanismes spécifiques à travers tout du matériel lourd pour le purifier. Voilà. Hein, on utilise des fours, tralali, tralala. Voilà. On a tout le processus de concassage, voilà. Enfin, il y a tout un processus fait pour purifier à partir de la roche brute jusqu'à, on va dire, les métaux, le métal purifié. Voilà, donc ici, ce que je veux dire par là, donc, c'est que les solutions chimiques sont beaucoup utilisées pour la création de produits et ils passent fatalement par des laboratoires de chimiques qui vont faire des analyses spécifiques de solutions chimiques et regarder s'il n'y a pas, bien sûr, hein, pourquoi fait-on des prélèvements d'analyse chimique? Ben, par exemple, si je prends l'eau, ben, on regarde s'il n'y a pas hein, dans l'eau, hein, s'il n'y a pas des particules nocives hein, s'il y a une usine qui traite, je sais pas moi, des poubelles, avec des fumées, là il y a de la dioxine dans les fumées, hein, les fumées hein, de poubelles qu'on brûle, hein, via les cheminées, on va se déposer un peu plus loin. Regardez si au niveau prélèvement des eaux qui sont dans l'environnement proche de l'usine hein, qui brûle les poubelles, les déchets, qui brûlent les déchets, si on n'a pas des particules de dioxine qui sont dans l'eau. Donc on va faire des prélèvements dans l'eau pour voir s'il n'y a pas voilà, euh, des substances nocives dans le cours d'eau. Voilà. Et si le cas s'avère vrai, mais en fait on met toutes, je veux dire, des mécanismes juridiques en place pour intervenir et dépolluer, tenter aussi par d'autres mécanismes qui vont faire intervenir des personnes qui vont venir dépolluer. Parce qu'il ne suffit pas de porter plainte, je veux dire, qu'il y a une pollution. Hein, il y a des faits de constatation par des policiers de l'environnement. Bien sûr, après, bon, ils mettent un mécanisme juridique, bon, pour attraper les responsables, et travailler, mais il faut aussi dépolluer, hein, parce que bon, il suffit pas de mettre une machine juridique en place, il faut, la première chose à faire, c'est hein, la protection civile ou peu importe, je veux dire, le- le- les personnes qui vont venir dépolluer, hein, il y a
des services spéciaux de dépollution qui vont venir dépolluer. Et je veux dire, la première chose à se faire, c'est ça, avant de porter plainte ou quoi, ou n'importe quoi, pour que ça ne réapparaisse plus, là, que le phénomène ne réapparaisse plus, hein, avec des procès-verbaux qui vont être établis, et pour que on met en garde la société pour qu'elle prenne les précautions d'usage pour que ça n'apparaisse plus, ça ne se reproduise plus. Mais pour ça, avant ça, il faut dépolluer le cours d'eau, hein. Voilà. Bon, on peut avoir aussi du mercure dans l'eau, et tralala, pour diverses raisons aussi. Il y a des usines, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui va venir polluer? Ben, ce sont des usines. Des usines de fabrication de métaux spéciaux. Et là, on va avoir des traces de cuivre, tralala. Bon, hein, je veux dire, euh, tout ce qui est production peut venir polluer un cours d'eau, par exemple. Donc, les analyses pourront voir euh, les différents types de pollution. Bien sûr, il peut y avoir des pollutions naturelles, mais voilà, voilà. Par exemple, s'il y a trop d'algues, on peut avoir des pollutions naturelles. Voilà, trop d'algues. Voilà. Mais généralement, c'est l'agriculture qui va venir polluer avec les pesticides, tralala. Voilà, et donc, et je veux dire les usines de production. Voilà. Et maintenant, on a des gens qui ne respectent pas l'environnement, qui vont venir par exemple jeter leurs déchets, par exemple d'amiante dans l'eau. Ben, on va retrouver de l'amiante dans l'eau. Donc on va faire des prélèvements de solutions chimiques, on va retrouver de l'amiante, on va dire bon écoute là, cours d'eau, il faut intervenir. Voilà. Bon ça, j'ai pris le cas de figure d'un cours d'eau, mais j'aurais pu prendre le cas de figure de n'importe quel type de solution chimique, où on fait des prélèvements et on se dit bon, la solution est bonne pour la production, la solution est mauvaise pour l'environnement écologique, au niveau écologique, l'environnement est bon pour l'agroalimentaire, etc., etc. Bon, c'est au travers de solutions chimiques et donc de prélèvements au travers de laboratoires, on fait, donc je veux dire, et les laboratoires sont équipés bien sûr de matériel spécifique acheté avec des grosses sommes qui permettent de donner avec une certaine précision, agréés par des organismes certificateurs pour euh, donner une certaine précision, je veux dire, de l'échantillon, voilà, euh, des échantillons, des analyses d'échantillons, je veux dire, qui ont été établies. Voilà. Donc, en fait, la plupart du temps, on trouve des mélanges. euh, L'être humain utilise souvent les solutions chimiques pour, je veux dire, pour faire parler, on va dire, pour faire parler, je veux dire, la chimie. Pour faire parler la chimie, ils utilisent les solutions chimiques. Voilà. Rien de tel que, voilà, voilà. Bon, donc je reviendrai sur les interactions, je veux dire, solidité-solvant. Et donc là, j'ai un petit peu parlé des solutions. Les solutions, bon, c'était, on va dire, ce qu'on appelle ça une introduction sur les solutions chimiques. Voilà, je vous remercie beaucoup.